Je voulais juste vous dire que régénérer un lieu par le biais de l'art, j'ai trouvé ça intéressant. S'approprier un endroit aussi, ça nous parle, ça évoque beaucoup de choses. Je vais commencer avec vous, Monsieur Raffini, puisque vous allez partir dans quelques minutes et on va profiter de votre venue. Vous êtes donc basé à Ponte-Leccia. Vous avez trouvé un atelier extraordinaire. Vous n'avez pas choisi un petit format dans l'atelier qui vous abrite aujourd'hui, puisque c'est Sébastien Bruno, directeur des Charpentiers de Corse, qui vous a ouvert son atelier, on va dire, un atelier, on pourrait dire un atelier d'art, hein, parce que ce qu'il réalise, c'est magnifique. Il est menuisier, entre autres, mais il est aussi architecte. Et c'est là que vous êtes implanté. Et c'est là aussi que votre réflexion se nourrit d'un travail de collaboration. Être à Ponte-Leccia et réaliser un tel travail de dynamique de terrain, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Plusieurs choses. L'histoire s'est passée en 2 temps pour moi par rapport à cet endroit. Il y a eu vraiment la naissance d'une amitié évidemment avec Sébastien Bruno et avec son frère et sa sœur qui gèrent cette entreprise de construction bois et de charpente qui s'appelle les Charpentiers de la Corse et dans laquelle, lorsque j'ai eu fini mes études en 2007, des études d'art qui se sont déroulées en 2 temps, une première étape à l'université de Corse et ensuite dans une école d'art à Nice. J'ai pu bénéficier d'un espace de travail, du coup à la sortie de mon école. C'est un espace de travail dans lequel très vite j'ai eu la possibilité de faire des choses avec une marge de manœuvre, on va dire, assez conséquente, mais qui était insuffisante dans le rapport à la vie culturelle qui se passait autour de cet endroit. Et donc assez rapidement, j'ai décidé d'inviter d'autres personnes à venir. Enfin, en tout cas, on y a réfléchi, notamment avec Sébastien. Et en 2008, on a lancé une campagne de résidence annuelle qui profitait du congé annuel de l'entreprise pour inviter des artistes. La première édition s'est faite avec 34 artistes qui sont venus d'ailleurs et qui venaient par leurs propres moyens, puisque nous, on n'avait que des moyens qui étaient les nôtres et qui n'étaient pas conséquents. Et ces gens sont venus et depuis, et chaque année, depuis cette date-là, l'événement s'est répété pendant 10 ans et ça a donné des résidences d'artistes qui aujourd'hui sont peut-être évidemment plus démocratisées, plus répandues, on va dire, mais qui à l'époque faisait une tâche particulière, mais une tâche de peinture à l'huile. Donc ça reste une tâche assez jolie dans le paysage insulaire et ça nous permettait à nous aussi d'entrevoir la possibilité de faire d'autres choses et aussi de rencontrer la population, puisque chaque année, la fin de cette résidence était l'occasion d'une grande fête dans laquelle on invitait toute la population. Et pour vous donner un exemple, la première année, on avait reçu à peu près 500 personnes dans lesquelles il y avait essentiellement des gens qui vivent à l'année ici, même si c'était un événement qui se déroulait au mois d'août, et une bonne partie de gens qui étaient aussi des gens de passage, etc., et qui venaient voir par curiosité, puisque c'est un peu comme un vaisseau au bord de la route, tout illuminé avec des œuvres qui se voyaient depuis cette nationale qu'on traverse, et donc les gens s'arrêtaient. Ça a donné du goût pour tout un tas de choses, et ce goût il a été donné déjà sur les bancs de l'université, puisque j'ai eu la chance d'être un des élèves de Jean-Joseph Albertini, notamment de José Tomasi, de Tony Casalong et de tout un tas de gens qui ont semé une volonté de faire des choses dans notre territoire à cette époque. Mais il a fallu pour cela, pour moi, que je parte ailleurs, donc faire mes études. Et je suis rentré donc après ces études. Et ensuite, je suis reparti à nouveau pour des raisons, on va dire, professionnelles. Et ça fait 2 ans que je suis revenu ici. Vous le dites, je suis dans mon milieu naturel. Le travail est en moi. Je suis concerné par l'endroit où je vis et les gens qui y vivent. Eh bien, oui. C'est ça. Enfin, je crois qu'il y a évidemment de ça. C'est une histoire humaine. Il y a évidemment un amour profond pour le territoire. Il y a aussi le fait de faire un métier dans lequel moi je me sens m'épanouir, un métier qui me rend heureux et dont je sais que j'aurais pu passer à côté d'une certaine manière. Et passer à côté de ce métier, ça aurait été la garantie pour moi de faire un boulot sans doute qui était voué à l'échec. Je le dis par expérience, puisque mon destin était plutôt propice à finir comme directeur d'un centre culturel dans un lieu qui s'appelait Promité et qui se trouvait à Francorde et pour lequel j'avais fait ma maîtrise et qui s'est cassé la gueule 1 an et demi après être sorti de terre, et malgré des efforts conséquents.
Et j'aurais très bien pu ne pas passer par la case école d'art et rester ici et passer finalement à côté de mon chemin. Et aujourd'hui, j'ai une dette envers ce territoire. J'ai été pétri et construit par ce territoire et par ces gens et par ces histoires différentes. Et c'est une volonté de ma part d'essayer, par le biais d'une structure que j'ai récupérée depuis 2 ans, qui est une structure associative, d'essayer d'aider à ce que des choses puissent se faire, notamment des choses artistiques, enfin essentiellement des choses artistiques. Et ça concerne 3 domaines. Et depuis 1 an et demi, on a le privilège d'être soutenu par la collectivité de Corse avec ce dispositif que vous connaissez peut-être, qui est le dispositif des fabriques culturelles, ce qui nous offre la possibilité d'être un peu plus structuré, on va dire. On est une équipe de 4 personnes, dont je suis le seul artiste à proprement parler, mais on n'est pas là pour parler de moi à proprement parler, mais plutôt de ce projet-là. D'autres ne sont pas du tout artistes, mais sont des gens qui sont des travailleurs de terrain, qui sont capables de gérer des équipes, etc. Ce qui permet de favoriser véritablement l'idée d'intervenir sur le territoire de 3 manières différentes, avec 3 projets différents. Il y a un premier projet qui s'appelle FA, qui littéralement veut dire faire en Corse, qui est un projet de résidence d'artistes. Ce projet de résidence d'artistes, c'est un projet qui accueille à la fois des artistes qui viennent d'ailleurs, mais dont on estime qu'ils ont la possibilité de faire une rencontre particulière avec le territoire. Et il y a des artistes d'ici. Donc l'année dernière, on a reçu 6 artistes. On avait 30% de nos accueils qui étaient dédiés à des artistes corses. Donc 2 artistes corses qui sont venus et pour lesquels on a constaté que l'outil qu'on leur mettait à disposition, cet atelier qui se trouve au Charpentier de la Corse, mais aussi un autre lieu dont on va parler en Castaniche, leur permettait de faire des choses un petit peu différentes de ceux qu'ils avaient l'habitude de pouvoir faire chez eux notamment. Donc, à partir de cette année, on s'est dit qu'on allait ouvrir un autre programme de résidence. Donc, il y a les résidences à proprement parler qu'on fait à l'instant T. Mais pour les artistes insulaires, on a décidé que cet outil qu'on est en train de créer, qui est un atelier multigeste, on va dire, dans lequel on peut travailler le fer, le bois, le verre, la céramique, la vidéo, le son, des choses de cet ordre-là, enfin tout ce qui est de l'ordre des arts visuels et arts plastiques, on leur offre la possibilité de pouvoir revenir. Pourquoi ? Parce que nous sommes un territoire dans lequel il y a un manque à ce niveau-là, et cet outil qui permet de fabriquer des choses, un petit peu comme dans la thématique du premier atelier, nous on est vraiment de ceux qui essayons de nous positionner dans le rapport à la fabrication, à la construction de projets artistiques, et à faire en sorte que des choses puissent se faire, avec la prérogative quand on reçoit un artiste de lui dire que rien n'est impossible. Ensuite on recadre par rapport à nos moyens, par rapport à ce qu'il est possible dans l'instant T, et nos moyens financiers aussi de faire. Mais il y a les artistes qui sont venus l'année dernière, même d'ailleurs, n'ont pas rencontré des conditions de travail qui étaient aussi bonnes, c'est peut-être ce qu'offre la ruralité aussi, que celles qu'ils ont rencontrées avec nous pendant le temps imparti de leur résidence. Le deuxième, oui, à ces résidences d'artistes à proprement parler avec des artistes professionnels, s'ajoute aussi un programme de mentorat. Donc cette année, on a reçu un jeune qui s'appelle Pierre-Antoine Vesperini, qui est un prétendant à plusieurs écoles d'art sur le territoire national. Et comme vous le savez, on n'a pas de structures ici qui sont des structures diplômantes, on va dire, au niveau des diplômes arts plastiques, et donc on l'a reçu, il a pu travailler à l'atelier, on a construit un dossier ensemble, il a passé depuis des jurys, et il sera sans doute reçu dans une des meilleures écoles françaises. En tout cas, c'est ce qu'on espère, et c'est plutôt bien parti pour ça. Alors vous êtes encore jeune, mais je vais vous parler de quelque chose qui a lieu dans un petit village du sud de la Corse. C'est une EHPAD. Une EHPAD, et c'est aussi un foyer d'accueil médicalisé. Nous sommes à Big, nous sommes à Goigne. François Emerarigui, merci d'être avec nous aujourd'hui. On parlait tout à l'heure, on a évoqué à un moment donné lors d'une table ronde précédente l'art-thérapie. Vous avez eu un projet, vous avez voulu faire rentrer l'art dans cette EHPAD qui n'est pas un EHPAD comme les autres. C'est un EHPAD où il fait bon vivre et où les gens qui sont là, que ce soit les gens qui y travaillent, les gens qui y vivent, sont heureux. Et ce bonheur, il passe par l'art. Vous avez voulu faire venir l'art. Il y a une salle d'exposition, vous faites venir des artistes. Comment est née l'idée à un moment donné d'intégrer l'art dans ce projet de vie ?
Merci à vous de nous avoir invités. Pour rappeler un peu le contexte, on est en milieu rural, la région à Pieve-di-Huig et d'Iguagne, c'est vraiment des territoires très ruraux. Même si ça, un petit peu comme le Niol. Bravo. Niol, zone libre. Donc ces deux établissements, un petit EHPAD de 24 lits à Big et un foyer d'accueil médicalisé. Bon, les EHPAD, on sait ce que c'est, surtout depuis le scandale Orpea. Un EHPAD à Goignols-les-Bains, ancienne station thermale désaffectée, 40 lits, donc un foyer d'accueil médicalisé pour accueillir des personnes adultes atteintes de handicap psychique. Donc comment? Alors au départ, vous savez, comme dans tous les établissements médico-sociaux, il y a quelques années, c'était surtout de l'animation occupationnelle, c'est-à-dire on fait des dessins, on fait des découpages, on fait écouter La vie en rose aux personnes âgées parce que voilà, ça leur rappelle leur jeunesse. Et puis progressivement, nous, c'est vrai qu'on a voulu aller plus loin, faire venir des artistes dans les établissements. Déjà pour proposer ou des acteurs culturels pour proposer des spectacles. Jean-Jacques Andréane et Noël Casal. Pour donner accès à ces personnes, à ce public qu'on dit des publics empêchés, parce qu'ils sont empêchés d'une part parce qu'ils vivent en milieu rural, mais en plus ils vivent dans des établissements qui, quelque part, peuvent vite devenir des ghettos, c'est-à-dire complètement cloisonnés et en dehors de la réalité de la société. Donc notre principe de base, c'est ouvrir ces établissements vers leur environnement, vers la société, et permettre à la société de venir dans l'établissement, puisque c'est compliqué pour ces personnes, en particulier pour les personnes âgées, d'aller vers la société. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'occupationnel, et puis il y a un dispositif qui est mis en place par l'ARS, financé par l'ARS de Corse, la collectivité de Corse, qui s'appelle la mission Culture et Santé, et qui nous permet de financer des programmes d'action culturelle, artistique, de faire venir des artistes dans les établissements et de pouvoir rémunérer ces artistes pour des ateliers avec des personnes qui sont accueillies, des usagers. Et on a fait un atelier théâtre avec l'association Associus Cobre di Marignane à Paul Cecaldi. Bon, l'atelier commence, et puis quelques temps après, il me dit il faudrait que tu viennes, ils vont faire un petit spectacle à Marignane et tout ça. Donc les résidents du foyer d'accueil médicalisé. Bon, j'ai un coup la radio. Giorno a mezz'ora di 8 tours, c'était le jour d'un mémorial de Ponteno où j'étais là-haut. En redescendant, je dis je vais y aller quand même. J'y vais par obligation. Et lorsque je vais pour voir cette représentation des résidents du foyer d'accueil médicalisé que je gère, mais j'ai eu une patone, une révélation. Mais je me suis dit, mais ils sont extraordinaires. Ce sont des artistes. Donc ils ne sont pas seulement consommateurs d'ateliers ou de culturels qu'on va venir leur proposer. Ils sont eux-mêmes artistes. Ils avaient eux-mêmes écrit la pièce, encadrée avec un scénariste. Ils ont écrit leur pièce, ils ont joué la pièce de théâtre, et c'était magnifique. Donc, et là, on s'est dit, il faut aller plus loin. Donc aller plus loin, c'est quoi? C'est faire venir considérer l'art comme une thérapie. Parce que ces personnes, en fait, ces personnes qui sont, comme je disais tout à l'heure, un petit peu à l'écart de la société, parce qu'elles ont une étiquette, parce qu'elles ne peuvent pas vivre seules, parce qu'elles ne peuvent pas travailler, parce que finalement, il faudrait tout leur faire, mais elles sont elles-mêmes en capacité d'exprimer leurs émotions, d'exprimer leurs ressentis à travers l'art, à condition qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer. Et elles y trouvent un bénéfice, un bien-être. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a enlevé EHPAD sur les murs de l'EHPAD, nous, hemos scritto a casa di benista, parce que c'est ça qu'on vise. EHPAD on bole di nulla, a casa di benista per i nostri vici. La maison du bien-être. La maison du bien-être. Et donc le principe, retrouver aussi et je parle en particulier pour les personnes handicapées psychiques du foyer de Goigne, on a créé
une salle d'exposition dans le foyer. Alors, il n'y a pas foule hein, qui va venir s'arrêter voir les œuvres qui ont été réalisées par les résidents. Il y a peut-être, allez, s'il y a 10 visiteurs par an, c'est bien. Mais c'est pas grave. On est là. Je aime. Et on continue. Et on résiste. Parce qu'on n'est pas dans le pathos, dans la photo noire qui nous dit que le rural, c'est la montagne qui nous enferme, les nuages qui nous oppressent et la noirceur du premier plan. On essaie de, comme disait Tony Casalonga, c'est possible. C'est possible. Si on se dit que c'est possible, on va y arriver. Si on se dit que rien n'est possible, on ne fait rien. Donc, pour finir quand même, parce que je sais que le temps est pris, et, je voulais parler donc de tous ces projets de l'art-thérapie qui est connu depuis l'Antiquité, mais qui est reconnu maintenant aussi par l'Organisation mondiale de la santé, qui a sorti un rapport en 2019 pour reconnaître les bienfaits de l'art-thérapie sur la santé de l'être humain, la santé psychique, la santé physique. Et on a développé, à la suite de ces ateliers, on a répondu à un appel à projet avec Romane Ettore, qui est la coordinatrice du tiers-lieu, un appel à projet, un tiers-lieu dans mon EHPAD, qui a permis d'ouvrir encore plus l'EHPAD sur l'extérieur, de permettre aux enfants du village de venir, parce que dans le rural, on se plaint des problèmes d'accessibilité, mais nous, au village, on a le collège à côté, l'école primaire et la crèche. Donc, il n'y a pas que des contraintes dans le milieu rural, il y a aussi des avantages. Les enfants peuvent venir à pied à l'EHPAD. Bere i nostri vecchi. Et la transmission, elle se fait des deux côtés. Il y a la transmission des anciens auprès des jeunes, et puis il y a les jeunes qui apportent énormément de bien-être pour nos anciens. Voilà, bon, c'était très rapide, mais je sais que le temps est... Allez sur le site aussi, parce qu'il y a un travail, de temps en temps, vous pouvez voir aussi ce que font les pensionnaires de ces EHPAD, mais on les appelle par leur prénom, parce qu'il y a une humanité. Et je voudrais juste préciser qu'il y a la ruralité qui est venue aussi s'imprégner de ce lieu, puisqu'il y a un four, mandiamo i migliacci, il y a la convivialité. Migliacci, non, c'est le sud, là. C'est vrai. Autant pour moi. Ne commencez pas la colonisation du nord sur le sud. Hein. Voilà, pour nos amis qui viennent du continent, c'est vrai qu'il faut expliquer que Haute-Corse et Corse du Sud, on n'a pas vraiment les mêmes spécialités. On va rester en Haute-Corse à présent, avec un festival qui a osé, il y a 40 ans en arrière. 30. Et qui, aujourd'hui, atteint ses lettres de noblesse, mais qui se contente pas qui pourrait se dire, tiens, mais finalement, le pari est réussi. Ça y est, maintenant, on est vraiment bien. On vous amène dans un joli village, aux portes de la Balagne, le village de Lame, qui accueille maintenant un festival du film. Et c'est la qualité aujourd'hui qui fait la réputation de cette manifestation, en plus de la convivialité et du cadre, mais la qualité, plus que jamais, est le vecteur d'entrée de cette manifestation. On en parle avec vous, Flora Sammarchi. Alors, saludo a tutti. Oui, donc le Festival de l'âme, c'est un petit village, Ndoganal, avec colleghi qui conoscono Ndoganal, et on dit la Balagne. Mais c'est pas vraiment la Balagne, c'est le début de la vallée de Ostricogne. C'était effectivement pas 40 ans, mais il y a 30 ans. Donc, j'étais au début de l'aventure, et comme on a dit tout à l'heure, il faut rêver, il faut oser. Donc, on a osé. Dans un village qui a aujourd'hui en hiver à peu près 130 âmes et 80 gîtes ruraux, 3 restaurants, voire 4, puisqu'il y en a un en bas sur la Balanine. Donc il y a un certain nombre de choses qui étaient déjà réalisées au niveau économique, mais c'est vrai qu'au niveau culturel, on s'est dit, on a osé, on avait envie de faire quelque chose dans notre village, on avait envie d'apporter ce qu'on aimait, et ce qu'on aimait, c'était montrer des choses, faire participer des gens, et on est parti sur l'idée du cinéma. Alors effectivement, au départ, vous parlez de qualité. Moi, je me souviens de la première projection. C'était un film de Jean-Pierre Améris qui fête, lui comme nous, ses 30 ans de cinéma. Et à l'époque, c'était l'époque des bobines, et la deuxième bobine, on l'a passée avant la première. Donc c'était vraiment tous les gens du village s'y sont mis. Chacun a mis ce qu'il avait envie de mettre, ce qu'il était, ça allait de monter un écran à faire des tortes pour recevoir les gens, voilà. Et on a créé
On corrigeait les fautes d'orthographe sur le catalogue, on allait afficher, enfin on faisait tout de A jusqu'à Z. Et on s'est dit, moi pour vous dire, la première année donc du festival, on avait prévu donc le premier jour une rencontre sur la place, un buffet, et j'étais tellement terrorisée que j'étais sur mon balcon et je me disais non, personne va venir, ça va pas prendre, ça va pas marcher. Et j'étais avec donc Mathieu Carte qui est resté président pendant des années. Donc il me cherchait partout, mais moi j'osais pas y aller parce que je me disais ça marchera jamais. Et ça a pris tout de suite, ça a marché tout de suite. Voilà. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, vous parliez de qualité. En termes de qualité, c'est vrai que souvent les gens se disent on va venir voir un film dans un village parce que il n'y a pas de salle de cinéma. Donc, dernièrement, il y a on a fait venir des enfants des quartiers sud avec Emeline aussi du Fab Lab. On a fait un projet des enfants des quartiers sud de Bastia qui sont venus. Donc, je les ai emmenés promener dans le village. Bien sûr, c'était l'hiver, donc il n'y avait pas les installations n'étaient pas montées. Et je leur ai dit, dans une rue du village, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Vous êtes où ici? Eh ben, dans une rue. Mais encore, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut se promener, on peut jouer, on peut marcher. Je dis, vous savez, ici, vous êtes dans un lieu où on fait du cinéma. Alors effectivement, ça leur a semblé, c'est pas possible. Alors je leur ai expliqué qu'effectivement, on faisait du cinéma et du cinéma de qualité, parce qu'aujourd'hui, le projectionniste, on espère, qui va rester encore avec nous pendant des années, c'est Jean-Baptiste Aignan, qui est notre directeur technique, pour ne pas le citer, qui est un des meilleurs au monde. C'est Cannes, Jean-Baptiste, c'est Deauville, et c'est vraiment au niveau de la qualité. C'est souvent les gens qui nous amènent leurs films se disent bon, un petit village dans le rural, on a un peu peur de la projection, comment ça va être, etc. Et ils sont tous scotché par la projection. C'est vrai que l'atout, c'est, comme on dit, mais ça fait pas tout, c'est la beauté des lieux. Voir un film, moi, un de mes plus grands souvenirs à l'âme, c'est Himalaya, enfance d'un chef, sous les étoiles, avec la musique d'Avilette. J'avoue que c'est un de mes plus grands moments de cinéma, quoi. Mais, Festival de l'âme, tout le monde connaît cette semaine, cet événement phare pendant l'été, pendant une semaine en été, mais c'est toute l'année. C'est toute l'année. C'est-à-dire que toute l'année, on fait... d'abord, ce sont des ateliers avec les enfants, des ateliers avec les adultes, des ateliers cinéma, des ateliers théâtre, des ateliers décors de théâtre. Ce sont des projections toute l'année, puisqu'on tous les mois, on fait une projection, puisqu'il y a en dehors du plein air. Nous avons la chance, aujourd'hui, à ma place, il devait y avoir Tony Checaldi, qui est notre maire, donc il m'a refilé l'invitation. Donc, on a la chance d'avoir une municipalité qui nous aide beaucoup et qui est très à l'écoute. Donc, il y a aménagé une salle, la salle des fêtes, qui s'appelle aujourd'hui Agaza Ilam, où on fait des projections. Alors, tous les mois, il y a une projection, ce qu'on appelle les séances hivernales. Donc, pour nous, ces séances hivernales, là, depuis 2023, on a décidé, plutôt que de passer à un film qui pourrait passer à la télé la semaine ou le mois ou dans l'année, on s'est dit qu'on avait sur notre territoire beaucoup de choses à montrer et on avait envie aussi que le festival, ce soit pas seulement montrer des films pour montrer des films, mais aller à la rencontre des gens, c'est-à-dire faire se rencontrer l'artiste et le public. Donc, on a décidé de travailler, par exemple, on a eu Rina Touvrassa, Tipurave Stadianazion, et qui est venue avec son film. Alors, quand vous avez à l'âme, en hiver, 70 personnes dans une salle, vous êtes super, super content, hein, je peux vous dire. Et on a eu Robin Renucci, puisqu'on avait Marie-Laure Poveda tout à l'heure, Robin Renucci qui est venu nous montrer Saint-Prévy, où là aussi on a fait salle comble, avec des gens qui sont venus d'un peu partout en Corse. On a, alors, tous les ans, il y a un dispositif un dispositif national, qui s'appelle la fête du court-métrage. Alors, on vous envoie comme ça des courts-métrages qu'on choisit. Bon, nous, on s'est dit, on a quand même des gens ici qui savent faire du cinéma et c'est quand même bien, encore une fois, que les artistes rencontrent le public. Donc, on a donné une carte blanche la semaine prochaine à Stéphane Reg, qui choisit les films et les courts-métrages qu'il a envie de montrer. Donc, les gens, c'est sûr que la rencontre, elle se fait
beaucoup plus facilement avec le film, puisque il y a quelqu'un qui accompagne ce film. Ensuite, on se rencontre autour d'un verre. On donne une carte blanche le 13 avril à quelqu'un qu'on connaît ici, c'est De Goled, qui va montrer son film Aparté. Voilà, il y a comme ça une envie de montrer des choses, de convivialité. Et il y a aussi une chose qui nous tient vraiment, vraiment à cœur et qui fait partie de nos statuts, c'est l'éducation à l'image. Alors, on a vraiment, c'est un créneau sur lequel on est depuis un moment, et on travaille avec le pôle, la filière audiovisuelle de l'Université de Corse. On travaille avec les étudiants, on a organisé ensemble des masterclass avec des professionnels. On a eu un chef opérateur, on a eu un producteur, on a eu un réalisateur, un distributeur qui viennent à la fac présenter leur métier aux étudiants. Les étudiants viennent aussi au village à la rencontre de ces professionnels du cinéma qu'on invite et qui sont là pour les rencontrer. Et puis on travaille aussi avec les associations, avec les collèges, avec les lycées. On a aussi donc encore un projet commun qui se concrétise là depuis 2 jours avec les étudiants à l'université et un collège de la région bastiaise de Bigouille pour créer, là aussi, pour éduquer à l'image. Et en principe, les enfants des classes de 4e vont, avec l'aide des étudiants, nous faire un documentaire fiction. Voilà. On voit que le milieu associatif, c'est vraiment aujourd'hui un acteur fondamental aussi de ces réalisations. Vous parliez du travail que vous faites, vous parliez du travail sur l'année, ça c'est important. Je me tourne vers un projet qui va peut-être voir le jour en Castaniche aujourd'hui. Quel serait le public de votre nouvelle création, puisque vous avez le projet de remettre en valeur une maison familiale qui pourrait être un musée, qui pourrait être un lieu de résidence, qui pourrait être aussi prétexte à des déambulations autour d'une micro-région où je crois qu'il reste aujourd'hui un habitant l'hiver. Oui, en Castaniche, la définition de la ruralité n'est pas tout à fait la même que celle que vous avez entendue, sur laquelle vous vous êtes entendu pour beaucoup. C'est-à-dire que là, nous sommes dans une région où, été comme hiver, il y a un habitant à l'année. C'est des anciens villages dont le début de l'histoire se fait à l'époque pisane. Donc cette maison, qui est une maison familiale, que j'ai décidé de récupérer, de réhabiliter pour en faire un lieu de création, notamment un lieu de résidence d'artistes. C'est une maison qui a 10 siècles et qui est en train d'être terminée à des fins de pouvoir accueillir des artistes. C'est ce qui fait le pendant un petit peu au projet de Pontellèche, dans lequel il y a plus de praticité, notamment au niveau des accès, des matériaux et du travail. Et en Castaniche, c'est une application des choses qui auraient été produites à Pontellèche notamment et dans cet autre endroit, qui vont se disperser dans l'environnement. Et pour ce faire, on a décidé donc avec la structure depuis l'année dernière de lancer une campagne de restauration d'anciens chemins qui étaient complètement abandonnés depuis plusieurs décennies. Et on a, pour donner l'exemple de ce qui pouvait se faire, commencé par restaurer 500 mètres de chemin et un lavoir qui était complètement abandonné et sec, qui aujourd'hui recoule à nouveau et dans lesquels les habitants peuvent se rendre, même avec une poussette, puisque le chemin est parfaitement restauré. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ce projet de restauration et de cette campagne de restauration de chemin puisse se continuer. Ce projet s'appelle VIA. Et que le patrimoine ancien, en définitive, et le patrimoine immatériel, puisqu'on est en train aussi de récolter tout un tas d'histoires et de légendes qui seront accessibles en scannant des QR codes, un petit peu comme ce que vous nous avez fait faire tout à l'heure, avec une application qui est développée par la communauté de communes de la Costa Verde, et sur laquelle on pourra faire des parcours sportifs. Donc là, on se rejoint un petit peu avec ce que vous avez dit. Susciter la curiosité aussi, c'est ce que vous avez dit aussi, Benoît Régent, tout à l'heure. C'est ça. Et c'était finalement une manière pour nous, comment faire accepter l'art contemporain par une population dont la préoccupation première n'est évidemment pas celle-là. Eh bien, c'est simplement en essayant de faire en sorte que l'art contemporain soit un prétexte à faire tout un tas d'autres choses. Et quand on parle de revalorisation du patrimoine ancien, quand on parle de pouvoir réaccéder à des endroits qui ont connu des offices ou dans lesquels on est allé chercher de l'eau, dans lesquels on s'est baigné, dans lesquels il y a tout un tas de légendes,
légendes, de puits sans fond et de rivières rouges qui couleraient rouge parce qu'il y aurait eu des batailles, etc. Eh bien, ça donne la possibilité à des gens de rêver autrement leur endroit. Et évidemment, ces anciens qui étaient les jeunes d'hier et qui avaient marché ces chemins, pour certains, en tout cas ça a été le cas par exemple de mon père, sont intéressés à marcher à nouveau pendant qu'ils vieillissent et qu'ils s'éteignent ces chemins et de revenir un petit peu sur les traces de cette histoire-là. Et pour ceux qui viennent, c'est une manière pour nous de faire en sorte qu'on puisse à nouveau semer des graines de création. Ça se fait dans un atelier à Pont-Élèche et en Castaniche qui produit des choses, qui les dissémine sur un territoire qui est revalorisé et restauré pour son patrimoine matériel, immatériel, ancien, on va dire, et dans lequel on amène du jeune public, notamment des classes avec lesquelles on fait un travail de médiation mobile en déplaçant des œuvres dans des établissements scolaires. Et on essaye comme ça de brasser suffisamment de choses pour qu'il y ait un lien, en définitive, entre un atelier qui est un lieu dans lequel les choses se font souvent dans le secret et quelque chose qui est légué à la population, qui peut profiter de détourner l'envie d'une balade pour aller rencontrer de la culture, rencontrer de la nature et finalement détourner tout un tas de problématiques et dans lesquelles cette histoire catastrophiste du réchauffement climatique ne se ressent pas véritablement et où la nature est intacte. Des projets multiformes, cette culture de la transition, on en parlait tout à l'heure avec Raphaël Besson. Votre regard, Raphaël Besson, sur ce qui vient d'être évoqué dans les différents exemples en Corse et ailleurs? Mon regard, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes. Moi, le premier point, je trouve, c'est au fond il y a des approches très diverses, mais il y a quand même des caractéristiques qui sont assez similaires. Et notamment, je trouve que ces différentes approches se retrouvent autour d'une vision élargie de la notion de culture. C'est-à-dire que il y a toute une série de pratiques artistiques, culturelles là, qui se limitent pas aux beaux-arts, aux œuvres académiques, aux disciplines artistiques. Et là, en fait, on essaye vraiment d'avoir quelque part de défendre une vision élargie, anthropologique de la culture vivante, qui est en capacité à un moment donné de rentrer dans la vie ordinaire des gens en fait. Et pour ça, c'est extrêmement intéressant, et notamment par rapport à ces grands objectifs de démocratisation culturelle, ça me semble extrêmement pertinent parce que quelque part, l'art fait partie de la vie, pour reprendre les artistes qui avaient notamment travaillé là-dessus, notamment les artistes de Fluxus. L'autre chose, au-delà de la démocratisation culturelle, ce qui me semble essentiel, c'est tout ce travail où il ne s'agit pas juste de diffuser les œuvres d'art vis-à-vis d'un public qui serait passif comme ça. Là, ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est qu'on commence, on n'en a pas parlé, mais en fait, on travaille sur la question des droits culturels, sans l'avoir vraiment, en tout cas explicité en tant que tel. C'est que vraiment, on essaye de voir comment est-ce qu'on embarque aussi les gens dans ces formes et ces productions artistiques, culturelles dans les territoires. Ça travaille aussi sur la coopération, ce qui est fondamental. Et puis, dernière chose, c'est finalement cette capacité à parler du patrimoine immatériel, à, encore une fois, donner à voir des ressources qui sont souvent non perceptibles, non visibles, en tout cas avec les lunettes classiques du développement territorial. Et donc, j'en reviens à ce que je disais, c'est que toutes ces approches, en fait, elles sont essentielles. Elles sont essentielles parce que avec toutes ces approches, si vous voulez, vous avez là les ressources, les ingrédients essentiels pour pouvoir commencer à travailler sur les défis qui nous attendent et notamment sur ces grandes questions de transition territoriale. Donc voilà, mon regard là-dessus. Merci. Benoît Régent, est-ce qu'il pourrait y avoir une autre forme de tourisme aujourd'hui par le biais de l'art? Est-ce qu'il ne serait pas temps peut-être d'amorcer une autre politique et ces tables rondes d'aujourd'hui ne sont-elles pas la preuve qu'une vraie dynamique peut être envisagée? Alors oui, la rencontre qu'on a eue aujourd'hui montre qu'il y a une vraie volonté de faire évoluer les pratiques. Ça, on le voit tout de suite. Moi, je dirais que c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'un desserve l'autre ou l'un se perde dans l'autre. Enfin, il ne faut pas que la culture soit au service du tourisme et inversement. Il faut arriver à trouver des cercles vertueux. Des cercles où les deux s'entraînent. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment repenser le tourisme. Ça, je pense que c'est de la démagogie que de dire il faut repenser le tourisme. Mais je crois que dans cette réflexion sur comment est-ce qu'on repense le tourisme, revenir à l'identité, revenir à la culture, c'est essentiel. Je crois que dans un monde aussi mondialisé qu'on a aujourd'hui, revenir à ce qui fait la spécificité de chaque territoire, c'est vraiment important. Et je crois que c'est quelque chose qui est très demandé, en fait. Vous irez au Festival de l'âme ?
Avec grand plaisir, si je suis encore... Visiter la maison aussi, la future création de Monsieur Raffini. Ah, j'aimerais beaucoup. Et passer aussi par Bigou, hein. Passer par Bigou pour aussi pousser les portes d'un endroit auquel on ne pense pas et venir à la rencontre des nôtres, de nos anciens et de ce qui se fait aussi dans le rural auquel on ne pense pas forcément. Bien sûr, et je crois aussi qu'il y a une énorme richesse à mettre en lien la jeunesse et les personnes plus âgées. Je crois qu'il y a vraiment il y a quelque chose de très riche là-dedans. Une remarque, et ça serait peut-être même la conclusion. Pour aller un peu dans le sens de ce que Raphaël Besson a évoqué au sujet d'une définition élargie de la culture, d'une culture anthropologique, finalement, ce qui me plaît dans la journée, les échanges qu'on a eus, c'est que de l'art, on ne l'a pas réduit à l'objet. Et on s'est rendu compte finalement que la création artistique, c'est avant tout des pratiques et des expériences. Des pratiques et des expériences, et donc ça dit bien que se joue peut-être dans la ruralité, à travers toutes les initiatives là qu'on a pu voir aujourd'hui, la possibilité finalement de cheminer de manière alternative par rapport justement à des pratiques dominantes qui ont aussi à certains égards leurs vertus, mais qui sont souvent piégées par les codes et les cadres de notre société capitaliste, touristique, qui veut que les rapports en gros de domination persistent en quelque sorte. Et donc là se joue dans les interstices de nos territoires finalement la possibilité d'émancipation toujours. Et j'ai l'impression qu'en fait aujourd'hui on a beaucoup parlé d'émancipation individuelle et collective à travers justement les expériences des uns et des autres. Voilà. Merci beaucoup. Graziella Louise, vous voulez dire quelques mots, peut-être ? Non, mais moi, je me réjouis de cette journée que j'ai trouvée extrêmement riche, dense, diverse par ses propos et aussi par les profils de nos intervenants. Parce c'est un peu le sujet de ces journées d'études qu'on organise dans le cadre de la chaire, c'est-à-dire qu'on propose à des chercheurs de venir partager aussi les résultats de leurs travaux, mais aussi d'y associer, là en l'occurrence, des artistes, des acteurs culturels, des élus. Alors, ils n'étaient pas très nombreux aujourd'hui, vous l'avez remarqué. Ils étaient invités, pourtant. Certains, se sont fait remplacer, donc ils sont excusés. C'est vrai que on voit bien qu'aujourd'hui l'art et puis aussi la culture sont des leviers de dynamique territoriale extrêmement forts. De là parler de développement, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une vraie richesse sur laquelle on doit aujourd'hui compter, et à la fois pour penser dynamique, mais aussi pour penser réflexion sur le devenir de nos territoires. Et je pense qu'il y a des choses à construire à l'issue de cette journée. Et c'est pas la fin de la journée qu'on va conclure comme ça. Je pense qu'il y a évidemment des propositions à faire qui sont issues de cette journée. Et moi, je vous propose qu'on poursuive évidemment avec la rencontre des artistes à travers l'exposition que Fabien a organisée, mais qu'on se quitte pas comme ça et qu'on se dise qu'il y a encore des choses à construire tous ensemble, collectivement, pour penser le devenir de nos territoires. Merci beaucoup.